Si vous regardez ceci en ce moment, vous regardez quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Pas en 100, jamais. Je ne parle pas d'un tarif douanier. Je ne parle pas d'un tweet. Je parle du retrait complet, formel et irréversible du Canada du cercle le plus proche de confiance de l'Amérique. Et ce qui est revenu d'Ottawa dans les 3 heures qui ont suivi va changer toutes les hypothèses que vous aviez sur le fonctionnement du monde. Parce que le Canada n'a pas supplié. Le Canada n'a pas appelé. Le Canada a ouvert un tiroir, sorti un plan dont personne à Washington ne savait même qu'il existait, et l'a activé. Ce matin, mardi 25 février 2026. À 11h47, heure de l'Est, le gouvernement des États-Unis a officiellement mis fin au cadre du pacte économique conjoint Canada-États-Unis. Un accord discret mais solide comme le fer qui a maintenu les chaînes d'approvisionnement, les pipelines énergétiques et les systèmes financiers des deux côtés de la frontière fonctionnant comme une horloge depuis plus de 4 décennies. Pas de conférence de presse, pas d'avertissement diplomatique, pas de conversation par voie détournée. 3 paragraphes publiés sur le site officiel du gouvernement comme un avis de stationnement. En 4 minutes, le dollar canadien a chuté de 1,3%. En 11 minutes, la bourse de Toronto a suspendu les échanges sur 6 valeurs du secteur financier. En 22 minutes, le Premier ministre Mark Carney s'est approché d'un pupitre à Ottawa et a prononcé 9 mots qui sont déjà cités dans les ministères des Finances de Berlin à Tokyo. Le Canada ne négocie pas sous pression. Le Canada se prépare. Et il l'a ensuite dévoilé. Astérisque, astérisque, la crise immédiate. Ce qui vient de se passer, astérisque, astérisque, ne vous y trompez pas, ce qui a été mis fin ce matin n'était pas un accord commercial. Le pacte économique conjoint Canada-États-Unis était l'architecture invisible de la vie nord-américaine. La raison pour laquelle les maisons américaines se construisent. La raison pour laquelle Détroit continue de tourner. La raison pour laquelle votre facture d'énergie est ce qu'elle est et non 3 fois plus élevée. Il régissait les pipelines pétroliers, les expéditions de bois d'œuvre, les chaînes d'approvisionnement en pièces automobiles, les systèmes de compensation financière qui déplacent des centaines de milliards de dollars entre les deux économies chaque année. Trump n'a pas simplement cherché la bagarre avec le Canada. Il a coupé la corde. Il a brûlé le pont. Et il l'a fait en 3 paragraphes. Voici ce que vous devez comprendre sur l'hypothèse qui a produit cette décision. Tout le calcul de Trump reposait sur une croyance que le Canada n'avait pas de sortie. Qu'ils étaient trop petits, trop intégrés, trop économiquement dépendants pour jamais vraiment riposter. Qu'ils absorberaient l'humiliation, absorberaient les blagues sur le 51e État, absorberaient les menaces concernant le pétrole de l'Alberta et maintiendraient les pipelines en fonctionnement. Cette hypothèse était fausse. Et la preuve de son degré d'erreur est un document de 94 pages appelé Opération Encre du Nord. Le Canada n'a pas construit cette réponse la semaine dernière. Il ne l'a pas construite le mois dernier. Il l'a construite sur 8 mois. Discrètement. Pendant que Trump tweetait sur l'annexion, le ministère des Finances canadien, la Banque du Canada et 3 de ses plus grands fonds de pension concevaient une architecture financière alternative complète. Un système conçu pour fonctionner sans infrastructure américaine. Il n'allait jamais supplier. Il construisait la sortie. Astérisque, astérisque, le contexte en retour en arrière. Comment la confiance meurt, astérisque, astérisque, pour comprendre pourquoi ce matin s'est produit, il faut remonter non pas à la semaine dernière, non pas aux annonces de tarifs douaniers, mais à la prémisse fondatrice de la relation qui vient de prendre fin. Pendant toute votre vie, la relation entre les États-Unis et le Canada était tellement étroite, tellement automatique, tellement profondément intégrée que la plupart des Américains n'y pensaient jamais. Ils n'en avaient pas besoin. Le Canada était toujours juste là. Fiable, discret, prévisible. Ils envoyaient du pétrole dans les pipelines. Ils envoyaient du bois pour construire les maisons américaines. Ils envoyaient des pièces automobiles pour maintenir Détroit en vie. Ils achetaient des logiciels américains, des systèmes d'armes américains, de la culture américaine. Tout le système ronronnait tranquillement grâce au carburant d'une seule chose, la confiance. Le Canada ne construisait pas ses propres systèmes d'armes parce qu'il faisait confiance aux Américains. Le Canada ne construisait pas son indépendance financière parce qu'il faisait confiance à la stabilité américaine. Le Canada gardait la porte déverrouillée parce qu'il croyait que le voisin était amical. Puis Trump a commencé à parler du 51e État. Il a commencé à plaisanter sur la prise du pétrole de l'Alberta. Il a commencé à menacer d'utiliser la force économique. Et chaque fois qu'Ottawa soulevait une préoccupation,
Washington la balayait d'un rire. Voici ce que personne ne rapporte sur cette dynamique. Le Canada n'était pas en colère. Il calculait. Chaque insulte, chaque menace, chaque rejet n'était pas reçu comme une blessure émotionnelle à Ottawa. Il était reçu comme une donnée. Une donnée qui disait au ministère des Finances canadien, à sa banque centrale, à ses grands fonds de pension, une chose claire, la dépendance doit prendre fin. Et ils ont commencé à construire cette fin il y a 8 mois. Astérisque, astérisque, la révélation de la crise plus profonde. L'arme que personne n'a vu venir, astérisque, astérisque, voici maintenant la partie que la conversation grand public rate complètement. La vraie arme dans les mains du Canada n'est pas le pétrole. Ce n'est pas le bois d'œuvre. Ce n'est pas le volume des échanges commerciaux. Ce n'est pas l'accès à l'Arctique, bien que nous y venions. La vraie arme, c'est l'argent. Plus précisément, c'est l'argent que le Canada a déjà placé dans le système financier américain au cours de décennies de profonde intégration. Soyons techniques, parce que c'est là que les dégâts deviennent réels, personnels et impossibles à mettre en scène. La TD Bank à elle seule exploite plus de 1100 agences dans l'Est des États-Unis. La Banque royale du Canada gère des actifs de retraite et institutionnels pour des municipalités américaines, des districts scolaires et des gouvernements d'État du Maine à la Floride. Les fonds de pension canadiens détiennent des parts dans des aéroports américains, des routes à péage, des centres de données et des hôpitaux. 3 sources distinctes proches du dossier ont confirmé que les grandes institutions financières canadiennes avaient reçu des orientations informelles vendredi dernier avant l'annonce, avant l'avis de stationnement en 3 paragraphes, pour commencer un examen structuré de la liquidité de tous leurs portefeuilles orientés vers les États-Unis. C'est une formule polie pour dire, déterminer combien nous pouvons retirer et à quelle vitesse. Et voici le chiffre qui devrait faire tomber l'estomac de chaque Américain. 3 des plus grands fonds de pension canadiens, qui détiennent ensemble plus de 2100 milliards de dollars d'actifs, ont discrètement commencé à réduire leur exposition aux bons du Trésor américain de 34% à un plancher cible de 19%. Ce n'est pas un geste symbolique. C'est un changement tectonique sur le marché obligataire américain. Un économiste senior conseillant l'une des 5 grandes banques canadiennes l'a formulé ainsi lors d'un briefing privé qui a maintenant été confirmé par 2 sources indépendantes. Les Américains pensent que c'est un différend commercial. Ils regardent le mauvais champ de bataille. Le champ de bataille, c'est l'allocation de capital. Et nous sommes déjà en train de le gagner. Réfléchissez à ce que cela signifie en termes pratiques. Si vous êtes un gouvernement municipal en Ohio et que votre émission obligataire du prochain trimestre est souscrite avec des capitaux institutionnels canadiens, et que ces capitaux sont redirigés vers Rotterdam ou Melbourne à la place, vos coûts d'emprunt augmentent. Vos routes ne sont pas refaites. L'expansion de votre école est retardée. La douleur ne s'annonce pas. Elle s'accumule silencieusement. Et au moment où l'électeur américain moyen la ressent, la cause sera tellement enfouie sous du jargon financier que personne ne pourra expliquer pourquoi la facture a augmenté. Voilà ce qui se passe quand un président qui pense en slogan cherche la bagarre avec un banquier central qui pense en système. Astérisque, astérisque, l'effondrement sur plusieurs fronts. 3 guerres qui commencent simultanément, astérisque, astérisque, voici où ça empire. Et je veux dire dramatiquement pire parce que ce qui s'est passé ce matin n'a pas ouvert une crise. Ça en a ouvert 3 simultanément, sur 3 fronts complètement séparés, et chacun amplifie les dégâts des autres. Premier front, la guerre financière déjà en cours. L'opération Encre du Nord alloue 31 milliards de dollars canadiens sur 5 domaines stratégiques, un corridor d'exportation d'énergie indépendant vers l'Europe et l'Asie, excluant les États-Unis du flux de revenus énergétiques canadiens, un marché obligataire national qui contourne les chambres de compensation américaines, un rail de paiement numérique souverain qui ne touche pas le système de la Réserve fédérale américaine et celui qui ne reçoit absolument aucune couverture médiatique. Un programme d'immigration accéléré ciblant spécifiquement les travailleurs technologiques américains, les professionnels de la santé et les scientifiques qui souhaitent quitter les États-Unis. Le Canada ne construit pas un mur. Le Canada construit un aimant. Vos ingénieurs, vos médecins, vos scientifiques. Le Canada les recrute activement maintenant avec des voies accélérées, la reconnaissance des diplômes et un soutien à la relocalisation. La fuite des cerveaux ne coule plus vers le sud. Elle est conçue pour couler vers le nord. Deuxième front, l'Arctique, la guerre dont personne ne parle. C'est le front qui empêche le Pentagone de dormir cette nuit. L'obsession de Trump pour la domination arctique et sa poursuite du Groenland, son intérêt pour les routes commerciales polaires, sa fixation sur les voies maritimes qui s'ouvrent à mesure que la glace fond a toujours traversé directement une réalité géographique.
Le Canada contrôle le passage du Nord-Ouest. Jusqu'à cette semaine, c'était une tension gérable entre alliés. Ce n'est plus une tension entre alliés. La section 7 de l'opération Ancre du Nord autorise le déploiement immédiat des nouveaux navires de patrouille capables de naviguer dans les glaces du Canada pour établir ce que le document appelle, et je cite directement, une présence souveraine continue le long de toutes les voies navigables arctiques disputées. Traduction, le Canada occupe physiquement les eaux auxquelles l'Amérique pensait avoir libre accès. Si un navire commercial ou un actif militaire américain tente de transiter par le passage du Nord-Ouest sans autorisation canadienne cette semaine, il sera accueilli par un drapeau canadien et un refus très poli mais totalement ferme. La marine américaine a utilisé ces eaux librement pendant des décennies. Cette ère a pris fin ce mardi matin. Et voici où cela devient véritablement alarmant du point de vue de la sécurité nationale. La Russie regarde tout ça en temps réel. La stratégie arctique russe a toujours été contrainte par un fait. L'Amérique et le Canada exploitaient ensemble le corridor de défense du Nord à travers le NORAD. Deux alliés, un système radar, une couverture totale du Nord. Si cette alliance se fracture, si le Canada commence à restreindre l'accès opérationnel conjoint, tout le flanc nord de l'Amérique du Nord développe une brèche. Pas une brèche théorique, une brèche réelle, physique, exploitable que les planificateurs militaires russes ont essayé de créer pendant 30 ans et n'ont jamais pu, parce que les États-Unis et le Canada étaient trop unis. Trump leur a offert la brèche gratuitement. Nous avons confirmé auprès de deux sources de défense distinctes que de hauts responsables militaires américains effectuent des appels par voie détournée vers Ottawa depuis midi aujourd'hui. Pas des appels politiques et des appels militaires à militaires. Le message, selon une source ayant une connaissance directe, était sans détour: quoi qu'il se passe à Washington en ce moment, s'il vous plaît, gardez le radar allumé. Troisième front, la rébellion des gouverneurs. CIF contourne la Maison-Blanche. C'est ce qui évolue le plus vite et c'est le front politiquement le plus dangereux pour l'administration. Dans les 6 heures suivant l'annonce de la Maison-Blanche, les gouverneurs du Michigan, du Wisconsin, du Minnesota, de New York, du Vermont et du Maine ont publié des déclarations quasiment identiques. Ils n'ont pas condamné Trump nommément. Ils n'en avaient pas besoin. Ce qu'ils ont dit était plus discret et plus dévastateur. Ils ont dit que leurs États honoreront les accords commerciaux et d'infrastructures existants avec les provinces canadiennes, indépendamment de la politique fédérale. Ils ont dit qu'ils envoyaient des délégations économiques à Ottawa cette semaine. Ils ont dit qu'ils s'engageaient à protéger les emplois et les chaînes d'approvisionnement de leurs administrés. Ce qu'ils disaient vraiment, c'est « nous vous contournons ». Cela ne se produit pas dans un système politique fonctionnel. Les gouverneurs ne mènent pas une politique économique étrangère indépendante. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les États-Unis. Sauf qu'apparemment maintenant si. Parce que le coup de cette décision ne tombe pas sur Trump. Il tombe sur un propriétaire d'usine à Flint dont la livraison d'acier canadien vient d'être bloquée dans un retard douanier de rétorsion. Il tombe sur une entreprise de construction au Vermont dont le fournisseur de bois canadien vient de mettre les nouveaux contrats en attente de 60 jours. Il tombe sur un hôpital à Minneapolis qui s'approvisionne en équipements médicaux auprès d'un fabricant canadien qui vient de suspendre toutes ses commandes orientées vers les États-Unis. Et les donateurs républicains dans ces États, pas publiquement, pas encore, sont furieux. 3 rapports distincts d'opérateurs politiques en Ohio et en Pennsylvanie décrivent une vague d'appels aux bureaux sénatoriaux républicains. Un seul message: réglez ça dans 30 jours ou l'argent s'arrête. Astérisque, astérisque, la décomposition psychologique. Un homme sur une glace qui craque, astérisque, astérisque. Des sources proches de la Maison-Blanche ont décrit l'atmosphère interne cet après-midi comme un chaos contrôlé. Trump est acculé d'une façon qu'il ne l'a pas été auparavant dans cette présidence. Il ne peut pas reculer sans admettre qu'il avait tort. Toute son identité politique est construite sur la prémisse que la pression fonctionne toujours, que l'autre camp cligne toujours des yeux en premier, qu'il n'y a aucun adversaire, étranger ou national, qui ne finira pas par plier. Le Canada n'a pas plié. Le Canada avait le plan de sortie déjà imprimé et prêt. Il ne peut pas avancer sans rendre la douleur économique plus visible, plus personnelle et plus directement traçable jusqu'à cette décision spécifique. Chaque jour que dure la réallocation des fonds de pension canadiens. Chaque jour que s'approfondit la rébellion des gouverneurs. Chaque jour que le différend sur l'accès à l'Arctique génère un incident militaire. Tout ramène à 3 paragraphes publiés sur un site gouvernemental un mardi matin. C'est un homme debout sur une glace qui craque, et la fissure s'étend dans toutes les directions simultanément. Astérisque, astérisque, les scénarios de dénouement. Que se passe-t-il ensuite? Astérisque, astérisque, alors, où est-ce que ça va?
et je vous demande de surveiller des signaux spécifiques dans les prochaines 72 heures. Scénario A, le piège de l'escalade. Trump riposte contre la rébellion des gouverneurs. Il menace de couper les financements fédéraux au Michigan, au Wisconsin, au Minnesota. Il impose des tarifs supplémentaires sur les marchandises canadiennes au-delà de la résiliation du pacte. Voici ce que ça produit. Le Canada accélère le calendrier de l'encre du Nord. La réallocation des fonds de pension s'accélère. Le programme de recrutement de talents est lancé publiquement et la coalition des 6 gouverneurs passe à 8 puis à 10 à mesure que la douleur économique se propage aux États qui n'étaient pas affectés à l'origine. Chaque mouvement d'escalade disponible pour Trump accélère le découplage canadien. Il n'y a pas de tarif qui puisse inverser une réallocation de portefeuille de 2100 milliards de dollars. Scénario B, la capitulation discrète. Les appels militaires par voie détournée réussissent. Un cadre permettant de sauver la face est discrètement négocié. Pas une restauration du pacte, mais un accord opérationnel partiel qui maintient le NORAD fonctionnel et le radar allumé. Trump le présente comme une victoire. Carney ne dit rien publiquement, mais l'opération Encre du Nord n'est pas abandonnée. Elle continue. L'architecture financière continue d'être construite. Les corridors d'exportation d'énergie vers l'Europe continuent d'être développés. L'aimant de talent continue de fonctionner. Parce que même dans le scénario de capitulation, le Canada a retenu la leçon. La dépendance était une vulnérabilité. Ils ne la reconstruiront jamais. Scénario C, la contagion. C'est le scénario que le département d'État craint le plus. Et il commence déjà. L'Europe regarde. Le Japon regarde. La Corée du Sud regarde. Chaque allié américain effectue en ce moment le même calcul discret dans ses ministères des Finances. Si l'Amérique a fait ça au Canada, au pays qui partage une frontière de 5525 miles, qui a combattu dans chaque guerre américaine, qui a ouvert son renseignement, son infrastructure et sa confiance pendant 80 ans, que nous ferait-elle ? La réponse à cette question remodèle déjà la façon dont ces gouvernements pensent à l'exposition au dollar, aux avoirs en bons du Trésor américain, aux architectures financières alternatives. Le Canada vient de prouver que c'est faisable. Le plan est sur 94 pages et disponible publiquement. Astérisque, astérisque, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Appuyez sur la cloche de notification, parce que dans les prochaines 48 heures, les marchés asiatiques ouvriront pour une deuxième session avec cette nouvelle entièrement intégrée dans les prix. L'indice du dollar américain vous dira tout ce que vous devez savoir sur la façon dont le capital mondial réagit. Regardez-le à l'ouverture. Regardez le rendement des bons du Trésor à 10 ans. Ces deux chiffres sont le verdict en temps réel sur ce qui s'est passé ce matin. Nous surveillons chaque signal. Le déploiement de la patrouille arctique, le calendrier de réallocation des fonds de pension, la délégation des gouverneurs à Ottawa, les conversations militaires par voie détournée. Dès que quelque chose éclate, nous serons là. Voici ce que les livres d'histoire diront de cette semaine. Ils diront que le siècle américain a été construit sur des alliances pas seulement militaires, mais économiques, financières, humaines. L'idée que l'Amérique était l'ancre à laquelle tous les autres s'amarraient. Et ils diront que cette ancre a été larguée non pas par une puissance rivale, non pas par la guerre, non pas par un effondrement économique, par 3 paragraphes sur un site gouvernemental. On ne peut pas contrôler un marché obligataire avec un slogan. On ne peut pas mettre en scène un fonds de pension qui déplace 2000 milliards. On ne peut pas ignorer un pipeline vide. La réalité n'est pas un communiqué de presse. Et en ce moment, la réalité est assise à Ottawa, dans un bureau, en train de construire calmement la frontière qui ne disparaît plus jamais.